d'être ici pour notre présentation, fin des rejets en mer, mise en œuvre de l'obligation de débarquement. Pour cette table ronde, j'animerai moi-même avec Anaïs. Je vais appeler du coup les intervenants suivants. Clara Ulrich, chercheuse Ifremer. Philippe de Lambert-Desgranges, directeur de projet à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. Jean-Marie Robert, chargé de mission à l'organisation de producteurs Les Pêcheurs de Bretagne. Jennifer Leroux, coordinatrice régionale à l'Union du Maraîchage français. Et enfin, Jean-Baptiste Goulard, patron armateur au Guilvinec. Je vais du coup vous remercier tous les 5 d'avoir répondu présents à cette table ronde. Et pour commencer avec Anaïs, on va présenter quelques éléments du coup de contexte avant de laisser la parole aux intervenants. L'obligation de débarquement a été introduite par l'article 15 de la PCP qui a été votée en 2013. Et donc, vous avez ici une citation assez explicite qui dit que toutes les captures des espèces faisant l'objet de limites de capture sont ramenées et conservées à bord des navires de pêche, puis enregistrées, débarquées et imputées sur les quotas. Ces espèces qui font l'objet de l'obligation de débarquement, qui sont celles soumises à quota, sont exceptées des captures des espèces interdites, des captures d'espèces exemptées pour auto de survie, des captures d'espèces disposant d'une exemption de minimis, on verra ensuite ce que ça veut dire, et des poissons endommagés par un prédateur. Et donc, l'obligation de débarquement, la mise en œuvre s'est voulue progressive, votée en 2013 par l'adoption de la PCP, de la nouvelle PCP. Ensuite, en 2015, ça a débuté avec les pêcheries pélagiques et industrielles. En 2016, une partie des pêcheries démersales. Et enfin, depuis le 1er janvier 2019, l'obligation de débarquement est totale. Comme le disait Marion, il existe des exemptions à l'obligation de débarquement. Ces demandes d'exemption, elles sont faites à la Commission européenne par les groupes d'États membres qui se réunissent régulièrement pour discuter de la mise en œuvre. Ces demandes d'exemption, elles doivent être justifiées et argumentées scientifiquement. Il existe les deux types d'exemptions, les exemptions pour haut taux de survie, où il faut démontrer par des preuves scientifiques que l'espèce dispose d'un haut taux de survie après rejet. Ça va passer par des campagnes de marquage, aussi de la mise en bassin. Et c'est des études qui doivent être faites pour une espèce donnée, pêchée par un engin spécifique dans une zone également précise. Et il y a également des exemptions de minimis. Il y a deux arguments qui peuvent être avancés pour justifier une exemption de minimis, ou bien de démontrer qu'il est difficile d'améliorer la sélectivité, ou bien de démontrer que le traitement de ces rejets entraînera des coûts disproportionnés pour les navires. Et c'est encore en fait pour une combinaison espèces, engins et zones. Au total, en 2019, pour les pêcheries démersales des 4 façades françaises, mer du Nord, occidentale Nord, occidentale Sud et Méditerranée, il existe pas moins de 82 exemptions pour ces pêcheries qui ont été discutées lors d'une vingtaine de groupes techniques d'États membres et également d'une dizaine de groupes qu'on appelle de haut niveau. Évidemment, on n'a pas attendu l'obligation de débarquement pour travailler sur la sélectivité, mais depuis le début de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, il y a de nombreux projets de sélectivité qui ont vu le jour et également des projets, des études de survie. C'est des études qui sont nécessaires pour justifier les demandes d'exemption, mais qui parfois ne sont pas toujours suffisantes pour obtenir ces exemptions. En dernier point, on voulait faire rapidement voir les conséquences sur l'obligation de débarquement, qu'est-ce que ça change sur les possibilités de capture, notamment sur la fixation des TAC, puisqu'on passe de TAC qu'on appelle de débarquement à des TAC de capture. Aujourd'hui, dans les propositions de TAC, la Commission européenne elle va prendre en compte les rejets historiques et après, elle va déduire les différentes exemptions qui sont accordées, les exemptions de minimis ou les exemptions de survie.
Et c'est pour cela en fait que les rejets qui sont effectués dans le cadre des exemptions, ils ne sont pas décomptés des quotas, puisqu'ils sont, ils sont déduits a priori en début d'année. Donc on est passé à gauche de TAC de débarquement, à droite le TAC de débarquement plus rejet, moins les exemptions qui sont prises en compte. Et également, qu'est-ce que ça change sur la gestion des TAC ? Donc, au niveau européen, il y a une multiplication de demandes de suppression de TAC, puisque seules les espèces, comme disait Marion, soumises à TAC et quotas sont soumises à l'obligation de débarquement. Il y a également une augmentation de l'utilisation des flexibilités interzonales et aussi la mise en œuvre de la flexibilité interespèce, qui est prévue par le point 8 de l'article 15, qui va être utilisée par certains États membres. Donc, dans un premier temps, on peut peut-être se demander quel est l'impact de l'obligation de débarquement sur la science et les ressources halieutiques. Donc, on va passer la parole à Clara Ulrich. Merci beaucoup. Alors, je vais juste commencer d'abord là, je suis nommée comme chercheuse IFREMER. Je pense que certaines personnes me connaissent plutôt comme étant chercheuse à DTU au Danemark, parce que je viens juste de rejoindre l'IFREMER après 20 ans à Copenhague. Et et j'ai entre autres animé un gros projet de recherche qui s'appelait Discardless, avec un certain nombre d'intervenants européens sur toutes ces questions qui a accompagné finalement la science sur l'obligation de débarquement. Alors, j'apprécie qu'on me pose la question en me disant est-ce que c'est un challenge pour la science ? Parce qu'effectivement, l'obligation de débarquement est aussi un challenge non seulement pour les pêcheurs, mais aussi pour les scientifiques. Et d'ailleurs, pour nous dédouaner un peu, je voudrais quand même dire que ce n'est pas non plus les scientifiques qui ont poussé pour l'obligation de débarquement au tout début. On a presque autant été pris par surprise, je dirais, par cette interdiction. Et je pense que c'est quand même important de le rappeler parce que la discussion sur les rejets, elle a eu lieu dans le monde scientifique depuis très longtemps. Mais pas forcément en poussant pour l'obligation de débarquement. C'était des choses qui sont aussi arrivées plus d'un point de vue politique que scientifique. Voilà, et je pense que c'était quand même important de rappeler ça. Alors, on m'a demandé un petit peu aujourd'hui de répondre à la question, est-ce que l'obligation de débarquement, est-ce qu'elle garantit la durabilité des ressources ? Alors, je choisis en fait de démarrer plutôt par la question inverse, c'est-à-dire est-ce que les rejets peuvent-ils empêcher la durabilité des ressources ? Parce que c'est la question finalement inverse. Pourquoi est-ce qu'on a eu l'obligation de débarquement ? Et alors quand je discute de ça avec mes étudiants, j'aime bien leur montrer ce graphe qui est déjà un petit peu vieux. C'est un rapport de la FAO qui date de 2005, mais qui montre finalement la quantité estimée des rejets dans le monde avec les chiffres que la FAO avait. Et donc, on ne voit pas forcément très bien parce qu'effectivement, sur les cartes de la FAO, l'Europe est dans un petit coin. Mais ce qui est quand même assez frappant, c'est que la mer du Nord est en rouge, avec énormément de rejets, et la Méditerranée est en vert, avec très peu de rejets. Voilà. Donc c'est quand même l'exemple qui frappe. Et c'est vrai que la mer du Nord, qui est quand même à côté de ça, dans les zones où on sait que finalement la mortalité par pêche est peut-être la mieux gérée, c'est aussi la zone qui génère presque le plus de rejets dans le monde, comme le golfe du Mexique. Donc cette carte, j'utilise pour dire qu'effectivement, rejet et durabilité, c'est un peu deux questions différentes. C'est deux choses différentes. Et finalement, qu'est-ce qui nous intéresse dans les rejets ? Ce n'est pas les rejets en tant que tels, c'est les rejets comme contributeurs de mortalité. Donc, en termes le rapport entre la durabilité et les rejets, c'est que finalement, c'est le nombre entier de poissons morts qui est important, qu'ils soient ensuite débarqués ou rejetés. Mais en termes d'atteinte du RMD, d'atteinte de la durabilité, c'est vraiment cette somme cumulée des poissons morts qui nous importe finalement. Donc ça, c'est quand même le point le plus important. Et donc, pour illustrer ce propos, encore une fois, et dans la mer du Nord, parce que c'est vraiment ça que c'est le plus marquant, l'exemple le plus marquant, c'est l'appli, le carlet, qui est l'appli et la limande. C'est les deux stocks quasiment qui ont le plus de rejets en Europe. C'est vraiment des quantités énormes. Mais ce que je voulais vous montrer, je ne sais pas si j'ai un pointeur, mais l'appli est un stock qui est bien géré. C'est-à-dire que vous voyez le graphe en haut qui monte, c'est la biomasse, c'est un stock qui va bien, et avec un quota qui est bien géré. Et le graphe en haut vous montre que finalement, bon an, mal an, la proportion des rejets par
âge du poisson est relativement constante. Parce que c'est des rejets qui sont liés essentiellement à la taille. C'est la pêcherie de sol qui a un maillage assez petit et donc qui attrape beaucoup de petits carlets. Donc voilà, bon an, mal an, on sait à peu près qu'il y a une proportion relativement fixe des poissons qui meurent des rejets. Et donc, comme ça ne bouge pas tellement, on arrive à les prendre en compte dans nos calculs. Donc nous, les scientifiques, on sait qu'on va avoir une proportion relativement stable de rejets. On les prend en compte dans nos calculs sur la vie. L'effet opposé, c'est le cabillaud. Donc c'est celui qui a donné vraiment cette idée de la mer du Nord, de l'obligation de débarquement, parce que là, c'est des rejets qui ne sont pas liés à la taille, c'est des rejets qui ont été essentiellement liés au quota. Quand le quota devient restrictif, comme ça s'est passé au début des années 2000, donc le quota a été diminué de 80%. Et en fait, le graphe que je vous montre qui monte, c'est qu'est-ce qui s'est passé? C'est la proportion justement des rejets, c'est-à-dire que le quota a diminué, les rejets ont augmenté. Et au final, la mortalité par pêche, elle, n'a pas diminué. Et c'est ce que vous pouvez voir, les deux graphes là-haut. À un moment, on avait même plus de rejets que de débarquements. Donc au final, on voyait bien qu'on n'arrivait pas à réduire la mortalité par pêche. Et donc, c'est ça qui a fait l'obligation de débarquement. Ce n'est pas l'appli. L'appli, c'était un problème depuis très longtemps. Mais l'obligation de débarquement est née de ce problème du cabillaud. Et là, l'exemple que je vous montre, voilà, c'est des militants qui sont allés faire des campagnes à nager devant des chalutiers en disant on ne peut pas faire ça au cabillaud de la mer du Nord. Voilà, donc c'est en fait cette question-là qui est importante, c'est de comprendre finalement pourquoi on a des rejets et dans quelle mesure ils impliquent sur la durabilité. Alors nous, en tant que scientifiques, on a fait beaucoup d'analyses dans ce projet Discardless dont je vous parlais. On a fait un peu ces scénarios en disant qu'est-ce que ça veut vraiment dire l'obligation de débarquement? Est-ce que c'est uniquement que tous les poissons qui avant étaient rejetés, maintenant on va les débarquer, mais que la quantité de poissons morts, elle sera la même? Ou est-ce que c'est effectivement de la sélectivité, c'est-à-dire que ces poissons qui étaient rejetés avant, on ne les attrape pas? Donc ce n'est pas qu'on les ramène à bord, mais c'est qu'on ne les attrape pas, on les laisse dans la mer, et donc la quantité de poissons morts, elle, diminue. Et donc, sans surprise, voilà, donc on a fait des tas de modèles trophiques avec les relations sur les chaînes alimentaires, etc., pour voir un peu comment ça allait avoir sur plein d'endroits différents en Europe. Et en fait, les résultats sont, je dirais, sans surprise et relativement clairs dans toutes les analyses qu'on a pu faire. C'est que cet effet un peu négatif sur le fait que, bon, avant, ces poissons, si on les avait remis dans la mer, ils auraient survécu, peut-être au moins quelques-uns, etc., et alors que maintenant on les ramène à terre, c'est finalement un effet assez faible. C'est un effet très faible, à part pour les oiseaux, mais sinon, par rapport à l'énorme flux trophique des rejets dans la mer, l'effet des rejets en lui-même est assez faible. Mais par contre, les effets positifs de la sélectivité, c'est-à-dire que la quantité de poissons morts diminue, évidemment, elle a un effet très positif sur l'ensemble de l'écosystème, à part effectivement des fois des comportements intermédiaires de prédateurs, mais sinon c'est vraiment tout simple, quoi. Voilà. Donc ça c'est la théorie. En pratique, effectivement, qu'est-ce qu'on a vu? Alors, on n'a encore pas, avec le recul qu'on a pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de changements. On n'a encore pas vu, il y a certains stocks où les rejets commencent à diminuer, mais sur l'ensemble de l'Europe, je dirais, on n'en est encore pas là, quoi. On n'en est encore pas à voir cette diminution de poissons morts. Et par contre, à l'inverse, qu'est-ce qu'on a vu? C'est qu'on a vu effectivement des exemptions, etc. Et puis surtout, on a vu que les quotas ont été augmentés pour prendre en compte le fait que ces rejets devraient être ramenés à terre, mais en pratique, ces rejets existent encore. Donc en fait, cumulé, on a un risque non négligeable qu'on augmente le quota, mais on rajoute en plus cette quantité de rejets qui existe encore, qui n'est pas complètement ramenée à terre. Donc au final, on n'est même non seulement pas en train de diminuer la quantité de poissons morts, mais on a un risque non négligeable de même l'augmenter et donc d'aller à l'encontre de l'objectif initial. Et donc le graphe que je vous montrais, c'est juste ce pourcentage d'augmentation des quotas sur les 5 dernières années. Et sur un certain nombre de quotas soumis à l'obligation de débarquement, on a en moyenne 30% d'augmentation des quotas et de dépassement des avis scientifiques. Voilà, donc ça c'est quand même un risque qui est très important parce qu'on risque d'aller exactement à l'encontre de l'objectif initial. Voilà. Oh, pardon, j'ai une double. Donc ça c'était la première question. La deuxième question auquel je voulais répondre aujourd'hui, c'était l'obligation de débarquement et les données scientifiques. Parce que voilà, nous, on est extrêmement tributaires des données de pêche. Et c'est vraiment la base de nos évaluations de stock, c'est les données de pêche. Donc si elles ne sont pas bonnes, effectivement, on est un peu dans le flou.
Donc on a vraiment besoin, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors avant, voilà, on avait les rejets qu'on connaissait des logbooks, et maintenant, et puis les rejets qu'on connaissait par nos observateurs en mer. Maintenant, c'est plus compliqué, parce qu'on a 4 types de captures qu'on doit suivre. Donc les rejets, les BMS, donc c'est les rejets, enfin ce qui était avant rejet, qui est maintenant débarqué, qui devrait être débarqué, below minimum size, donc les petits poissons que les pêcheurs ramènent à terre et qui sont donc débarqués et déclarés dans les déclarations de pêche. On a les rejets observés, parce qu'on continue encore à avoir des observateurs à bord, donc ils continuent, eux, à avoir des rejets. Et après, on a des rejets autorisés avec les exemptions, etc. Donc nous, en tant que scientifiques, on se retrouve avec une multiplication des informations, et sachant que 3 catégories sur 4, on a très très peu d'informations. Voilà, donc on est beaucoup plus dans le flou qu'avant, où les choses étaient relativement simples. Et en plus, ce qui est même plus embêtant pour nous, scientifiques, c'est qu'il y a des vraies différences. Là, le graphe que je vous montre, c'est la différence pour la Baltique, qui est arrivée un peu avant. En bleu, c'est les rejets, enfin non, c'est les petits poissons débarqués maintenant en tant que catégorie non commerciale, mais qui sont débarqués comme le voudrait l'obligation de débarquement. Et c'est ça qu'on s'attendrait qu'il soit la quantité des rejets. En rouge, c'est la partie que nos observateurs continuent à observer en mer. Donc, il y a une différence énorme entre ce que nos observateurs voient et ce qui est débarqué. Et donc, voilà, on ne sait plus où on voudrait que les 2 lignes soient les mêmes en principe, ou même la ligne rouge aurait dû diminuer et n'avoir que la bleue. Donc ça veut dire que nous, en tant que scientifiques, on est vraiment dans le flou parce qu'on ne sait plus. On ne sait plus quelle est toute cette mortalité qui arrive en mer et qui n'est pas bien suivie. Et en plus, avant nos observateurs, ils étaient juste là pour observer. Maintenant, quand ils observent des rejets, en fait, ils observent une activité qui est devenue illégale, avec le risque qu'effectivement, ils ne sont plus acceptés à bord, ou que quand ils sont là, les pêcheurs changent de manière de faire. Donc tout ça, ça fait en sorte que même quand nos scientifiques vont à bord, on n'est plus très sûr de la qualité de... Ah, c'est pas moi. Voilà. Donc, encore une fois, tout ça, ce n'est pas des jugements de valeur, c'est juste pour dire que l'impact que tout ça a sur notre travail à nous de scientifiques. Et alors, quelle est la conséquence de tout ça? Alors, première conséquence, évidemment, tout est devenu plus compliqué. Voilà, il y a plus de sources d'informations, c'est plus compliqué, c'est plus incertain. Donc, notre avis en lui-même est clairement devenu plus incertain. On n'est plus très sûr de où est-ce qu'on en est par rapport aux objectifs. Et puis, quelque chose qui est aussi un peu assez intéressant, c'est qu'on est devenu très sensible. On n'ose plus parler des rejets parce que c'est devenu à moitié un mot interdit. Alors, on utilise des tas de périphrases sur les données indésirables parce que maintenant, elles sont censées avoir disparu, mais elles sont encore là et on ne peut pas les racheter. Donc, on ne peut plus déclarer ça parce que du coup, on ne peut plus tellement dire nos observateurs ont vu des données illégales apparaître. Donc, on est arrivé dans cette espèce de non-dit. Voilà, c'est pour ça que j'appelle ça le rejet qui ne doit pas être nommé parce qu'on utilise des tas de périphrases pour quelque chose qui avant était très simple. Et puis, pour les gens qui sont récepteurs de notre avis scientifique, tout est devenu plus compliqué aussi. On est devenu à faire des calculs très compliqués. Là, je vous montre un peu l'avis scientifique tel qu'on le soumettait avant. Maintenant, vous voyez, il y a plein d'astérix, de footnotes, il y a plein d'explications parce qu'on est arrivé à devoir faire des tas de calculs sur les taux de rejet, légaux, illégaux, autorisés, invisibles, etc. Donc tout ça, c'est devenu très compliqué. Et voilà. Et puis les phrases d'avis deviennent... avant, on disait il ne faut pas pêcher plus que 25 000 tonnes, boum. Et maintenant, on utilise 6 lignes pour dire la même chose. Et pour réussir vraiment à comprendre quel est le message scientifique derrière, ce n'est pas facile. Voilà, donc ça, c'était les choses que je voulais faire un peu passer par rapport à l'obligation, par rapport à la ressource, par rapport à la science. Donc juste pour résumer, effectivement, les rejets ne sont pas toujours une question de durabilité. C'est quand même 2 questions différentes. Et donc, ne pas avoir de rejet, ce n'est pas forcément un signe de bonne gestion. Et avoir beaucoup de rejets, ça ne veut pas forcément dire que le stock n'est pas durable. Donc ça, je crois que c'est quand même important. Et donc, encore une fois, gardez ce message. Ce qui compte, c'est que la quantité de poissons morts, quel que soit leur destin une fois qu'ils sont morts, ne soit pas supérieur au taux du RMD.
Le problème dont je n'ai pas beaucoup parlé, mais qui est vraiment qui est le plus important dans l'obligation de débarquement, c'est les pêcheries mixtes. Voilà, mais je pense qu'on aura largement le temps d'en parler. Mais donc, c'est vraiment ce problème du cabillaud. L'exemple que je vous ai donné du cabillaud, c'est que dans une pêcherie mixte, quand on diminue le quota, on risque d'augmenter les rejets plutôt que de diminuer la mortalité par pêche. Donc ça, voilà, c'est le cœur de la difficulté de l'obligation de débarquement. Et pourquoi on a ce problème? Et ça non plus, j'en ai pas parlé, mais c'est qu'évidemment, le rejet rend la pêche plus efficace financièrement. Évidemment, ça coûte moins de rejeter, parce que finalement, on met ça sur les générations futures, sur le stock, mais dans l'opération de pêche, ça coûte moins de rejeter que de devoir trier, ramener, etc. Ça, on en parlera plein de fois. Donc, il n'y a pas d'incitation naturelle à réduire ces rejets. Et c'est pour ça qu'effectivement, est-ce que l'obligation de débarquement est la bonne réponse? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il fallait une réponse politique parce que le rejet de lui-même ne pouvait pas se résoudre. C'est pas en fermant les yeux, le problème n'allait pas se résoudre de lui-même. Voilà. Et donc, pour conclure, qu'une mise en œuvre de l'obligation, une pleine mise en œuvre de l'obligation de débarquement, effectivement, aurait des effets bénéfiques sur la durabilité du stock. Mais on n'en est encore pas là à l'heure actuelle. On est dans cette phase de transition, finalement, avec un peu des effets négatifs sur la science. Et voilà, la dernière chose, c'est que si on augmente les TAC, mais que les rejets continuent, on risque d'augmenter la mortalité par pêche au lieu de la diminuer. Voilà, donc c'était ça que je voulais présenter aujourd'hui. Et j'en profite aussi pour parler de ce livre-là qui est gratuitement disponible sur Internet avec le lien qui est là et où on a effectivement raconté tout ce qu'on a fait dans ce projet sur les rejets, les aspects politiques, scientifiques, techniques et institutionnels pour votre lecture. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir à ce qui a été dit ou au premier thème qui est donc l'obligation de débarquement et le lien avec la ressource ou la science? On va être d'accord et pas d'accord sur le principe de pourquoi, oui, la gestion de quotas, je vais vous rejoindre. C'est vrai que l'idée de pouvoir les définir, les rejets et les intégrer. Le problème, le débarquement, de toute façon, le vrai problème, c'est la main-d'œuvre, le coût. Après, au-delà de ça, bon, je sais pas, après, il y a la suite encore qui continue, mais bon, nous, on n'a pas attendu, on n'aime pas voir des petits poissons. On a fait en sorte de ne plus en voir. Et honnêtement, aujourd'hui, on en voit de moins en moins. On travaille aussi beaucoup avec les observateurs, je vais vous dire honnêtement, de moins en moins. Parce qu'il y a des rapports qui viennent et qui ne sont pas bons. Enfin, moi, mon point de vue, c'est que l'observateur, des fois, devrait aussi faire le lien avec ce qui se passe à bord et avoir une communication avant de rendre des rapports. Parce qu'il y a des rapports qui sont bien faits, mais il y en a où on a des gens aussi un peu anti-pêche, qui n'aiment pas ça, donc ils rendent des rapports un peu grossis pour derrière, ça ne donne pas une bonne image. Donc il y a ça aussi qui existe. Maintenant, moi, le message que j'ai envie de passer, c'est que oui, il y a du rejet, mais le pêcheur n'est pas là pour rejeter du poisson, et le but, c'est de le voir grandir. Après, la différence, ce qui est rigolo, quand vous citez la Méditerranée, je crois qu'ils sont peut-être verts, mais ils ne sont pas exemples de ça, parce que quand on voit les espèces débarquer, personnellement, je ne ferai pas un point de vue personnel, mais bon, c'est quelque chose de très... c'est néfaste pour leurs eaux, parce qu'ils ne travaillent pas là-dessus. Nous, Bretons, pour moi, les Bretons, la Manche, ou cette zone-là, ont pris conscience de ça, et on travaille en amont pour minimiser ça. On a quand même une conscience de vouloir voir ces petits poissons devenir grands, et on a quand même bien avancé. Bon, ça fait 15 ans que je travaille dans ce métier-là, et je vois bien l'évolution, et les mentalités des jeunes ont changé. Oui, alors je suis tout à fait d'accord. Et puis, je voulais pas faire de jugement de valeur. Voilà, moi, j'étais là. Je voulais juste traduire un peu les chiffres, les faits que nous on voit. Et donc, c'était pas. En fait, dans les choses que je voulais dire, c'est que
Alors, je pense qu'il n'y a pas un seul pêcheur, effectivement, qui est pour les rejets, mais la situation qui a mené à l'obligation de débarquement, c'est vraiment cette situation de dire personne n'aime les rejets, et pourtant le problème restait existant parce que, justement, les mécanismes en place, et notamment les quotas de capture, faisait qu'effectivement, ça induisait des rejets. Donc, ce qui fait que c'était vraiment une situation que personne ne trouvait normale ou personne ne trouvait souhaitable et qui pourtant existait. Donc, c'est vrai que tout est venu du fait que les mécanismes du marché eux-mêmes n'allaient pas permettre de résoudre le problème. Voilà, donc c'était la première chose que je voulais dire. Donc, ce n'est pas un jugement de valeur, mais je pense que c'est un état de fait. Et puis la deuxième chose, par rapport aux observateurs, et je pense qu'effectivement, les observateurs sont les victimes collatérales de l'obligation de débarquement, parce qu'ils se retrouvent dans cette situation qui n'est pas leur rôle, de regarder maintenant une activité qui est devenue illégale. Et donc, ils sont effectivement pris entre leur rôle de scientifique neutre dans une situation qui n'est plus neutre. Et c'est ça qui est un vrai problème, effectivement, parce que c'est souhaitable pour personne, et ce n'est pas l'objectif de ça. Donc je comprends qu'effectivement, ça crée des conflits, et c'est un problème qui n'est pas souhaitable. Voilà. Bonjour à tous. Moi, je voudrais rebondir par rapport à l'intervention de Madame Ulrich, notamment par rapport à un certain nombre de termes qu'elle a employés sur effectivement l'obligation de débarquement, la suppression, voire le zéro rejet, comme ça a été caricaturé en termes de slogan par un certain nombre d'organisations. Parce que je trouve que ces termes sont assez significatifs de la naissance et de la création de l'obligation sur laquelle, me semble-t-il, au regard du débat d'aujourd'hui, il faut aussi un peu revenir. J'ai eu la chance de pouvoir assister, heureusement ou malheureusement, je ne saurais le dire, donc à tous les débats communautaires, à toute la négociation politique communautaire qui a fait venir sur les fonds baptismaux l'obligation de débarquement. Et j'ai un peu le sentiment que tout ce qui vient d'être décrit, notamment en termes d'effets de bord ou d'interaction finalement un peu à l'opposé de ce qui était vu initialement sur l'obligation de débarquement, tout ça débute aussi un peu des origines et, je dirais, des termes initiaux du débat. Il y a quelque chose d'absolument fondamental sur la naissance de l'obligation de débarquement qui a été, pour des raisons qui m'ignorent, porté tout de suite sur un sujet qui n'était plus scientifique, qui n'était plus l'amélioration de la connaissance scientifique nécessaire pour gérer les stocks, qui n'était plus de la participation d'une obligation, d'une sorte de mesure technique pour effectivement viser l'objectif qui est assigné à notre PCP d'avoir tous les stocks à l'équilibre en 2020, d'avoir le RMD en 2020, et qui s'est tout de suite déplacé sur un terrain, je dirais, moral. En fait, ça a commencé et il y a eu une collusion, je n'ai pas bien évidemment les détails, pour faire passer donc au niveau de la décision communautaire l'obligation de débarquement comme une obligation morale. C'est pas bien de rejeter, c'est du gaspillage. C'est scandaleux et là-dessus, effectivement, on doit bien reconnaître que ça a été en fait un peu le vecteur ou le moteur politique pour faire passer cette obligation de débarquement sur laquelle je dois redire, même si vous allez me dire c'est pas forcément très très modeste, nous sommes, nous la France, inclinés jusqu'au dernier moment, enfin au dernier moment, puisque nous avons toujours résisté à ça, en essayant aussi, au regard des termes de ce débat, de la replacer sur son strict terrain, si je puis dire, et qui est le terrain d'un moyen et non pas d'une fin. Tout le débat politique qu'il y a eu au niveau du Parlement, au niveau du Conseil aussi, puisque bien évidemment, il faut le reconnaître, beaucoup d'États membres, et notamment, entre guillemets, Madame Ulrich l'a un peu esquissé, les États membres, entre guillemets, du cabillaud, ont énormément poussé sur le sujet. Tous ces débats-là ont fait que finalement, obligation de débarquement, obligation morale, ou posée en termes moraux, et deux, finalement, de par même ces termes-là, c'est devenu, alors que ce n'est qu'un article, mais certes détaillé au sein du règlement général, c'est devenu, ou en tout cas ça a glissé sur le terrain, de devenir un objectif, alors que je voudrais rappeler toujours et encore, même si ensuite on est beaucoup à pouvoir dire ici autour de cette table, mais aussi dans la salle, que Dieu sait si ça nous demande ensuite du travail pour travailler au niveau régional sur les exemptions, les flexibilités, les retours de données, ça n'est qu'un outil pour atteindre le RMD, ça n'est pas une fin en soi. Et là aussi, on a eu donc un deuxième effet, je dirais, assez préjudiciable, qui est que
cette obligation de débarquement, quand elle est arrivée sur les fonds baptismaux, effectivement, entre guillemets, elle était un petit peu mal barrée. Et le troisième effet, bien sûr, sur le sujet, c'est que pour ceux qui connaissent un petit peu les textes communautaires, si vous regardez le règlement de base, qui est quand même, bien évidemment, forcément, de par sa définition, quelque chose où vous devez avoir les règles génériques, les principes génériques, les points essentiels, l'article 15, le seul consacré à l'obligation de débarquement, c'est le seul qui va commencer à détailler des pêcheries, des espèces, des dates. Et ça vous montre bien, effectivement, l'ampleur de la déviation qu'il y a eu au moment de l'adoption de ce règlement-là. Donc ça, me semble-t-il, c'était quand même assez important de le rappeler et de redire effectivement, et je rejoins tout à fait ce que dit mon voisin, même si effectivement dans certaines pêcheries, on n'a pas forcément eu tous les efforts de sélectivité ou d'adaptation au comportement, un pêcheur n'est pas là pour faire du rejet, un pêcheur ne fait pas du rejet à plaisir, un pêcheur n'accumule pas du rejet à plaisir. En revanche, et là bien évidemment il y a toujours une parfaite adéquation, me semble-t-il, entre la direction des pêches et l'ensemble des organisations professionnelles. Au moment de ce débat-là, nous avions un mot d'ordre qui, me semble-t-il, résumait bien notre position qui était équilibrée, qui rappelait qu'effectivement l'obligation de débarquement, c'est en vue d'un objectif supérieur, profitable à tout le monde, et qui est effectivement donc l'atteinte du RMD, c'est la sélectivité. On a fait beaucoup, on a, me semble-t-il, aussi d'ailleurs des pêcheries un peu exemplaires, pas très loin d'ici. On a quand même beaucoup d'exemples déjà à fournir par rapport à toutes les adaptations qu'ont fait les armements, notamment sur la mer Celtique, pour les pêcheries purifiées spécifiques, mais je peux aller aussi parler de la langoustine, etc., etc. Et donc, quand même aussi redire qu'il est mieux donc de trier sur le fond que de trier sur le pont, et que ça doit effectivement rester le mot d'ordre, et nous semble-t-il l'optique avec laquelle aborder effectivement l'obligation de débarquement, qui effectivement, de par donc, ses conditions de naissance, la manière dont elle a été rédigée, est devenue quelque part quelque chose d'extrêmement lourd, compliqué à articuler, tant vis-à-vis de la spécificité des pêcheries, bien sûr, vis-à-vis, bien sûr, de l'activité des flottilles, vis-à-vis des théâtres régionaux. On ne pêche pas de la même manière, on n'a pas les mêmes types de bateaux, on n'a pas les mêmes flottilles en mer du Nord que, bien évidemment, au sud du golfe de Gascogne, etc., etc., qui fait qu'effectivement, c'est quelque chose qui devient extrêmement compliqué à gérer. Alors, par rapport aux termes généraux de ce débat-là, je vais arrêter parce que je ne veux pas monopoliser la parole. Je voudrais quand même dire qu'aussi, dans tout le débat qui continue à y avoir au niveau communautaire, vous savez, bien évidemment, il y a eu encore des publications d'ONG. La Commission réinterroge les États membres sur la manière dont ils appliquent l'obligation de débarquement. Il y a quand même quelque chose de plus positif, me semble-t-il, qui est en train de surgir un petit peu, et qui est de dire, mais on y viendra peut-être lorsqu'on parlera des modalités de contrôle de l'obligation de débarquement. En fait, non, ça y est, ça n'est plus devenu la fin en soi. En tout cas, pour certains acteurs influents, l'obligation de débarquement n'est plus devenue une fin en soi qui justifierait des traitements particulièrement lourds, voire même disproportionnés. En fait, ce qu'on vise maintenant à travers l'obligation de débarquement, et ça rejoint effectivement beaucoup de ce qu'a dit Madame Ulrich, c'est juste à avoir des pêcheries pleinement documentées, c'est-à-dire avoir des pêcheries sur lesquelles on sait, à la fin de l'année, de par, bien évidemment, donc, toute la remontée de l'information, qu'est-ce qui a effectivement été consommé sur le poisson en termes de rejet, en termes de débarquement, et effectivement, de facto, pouvoir ensuite fixer le meilleur avis scientifique possible pour l'année d'après. Donc voilà quel est, semble-t-il, de ce point de vue-là, au regard aussi donc, de la naissance de l'obligation de débarquement, des termes un peu actuels du débat, l'obligation de débarquement, avec aussi un dernier point, mais j'y viendrai peut-être sur le contrôle, qui est qu'effectivement, notre position à nous, administration, c'est de dire, de toute façon, nous savons qu'en 2022, et vous devez certainement le savoir pour beaucoup dans cette salle, on va évaluer ce qui a donné comme effet, comme résultat par rapport à ces objectifs, le règlement de base de l'APCP qu'on a adopté en 2013. Je voudrais quand même rappeler et souligner que, en tout cas en ce qui nous concerne, mais aussi pour beaucoup d'États membres, les résultats sont quand même particulièrement éclatants. Je suis obligé de mettre de côté, bien évidemment, la Méditerranée sur le sujet, mais particulièrement éclatants sur l'ensemble de nos pêcheries métropolitaines. Et à l'occasion, bien évidemment, de cette réévaluation, enfin évaluation des résultats qu'ont donné donc l'actuel règlement de base de la PCP, forcément la question sera posée de l'efficacité, l'efficience, les effets, etc. de l'obligation de débarquement. Et donc à ce titre, nous semble-t-il, le plus important à nos yeux, semble-t-il, la façon la plus utile, la plus efficace et la plus efficiente d'essayer de peser sur cette évaluation, c'est d'apporter le maximum de renseignements, d'expérience sur le sujet. Non pas de repartir en bloc sur un rejet
uniforme et systématique de l'obligation de débarquement et dire voilà, on a tenté de la mettre en œuvre sur telle et telle pêcherie. Il y a des pêcheries avec lesquelles ça marche, il y a des pêcheries sur lesquelles ça pourrait marcher sous réserve de certaines adaptations. Il y a des pêcheries sur lesquelles ce n'est pas vraiment l'instrument, parce que de toute façon, si on appliquait vraiment l'instrument, on arrêterait les pêcheries du jour au lendemain. On n'a pas parlé notamment des chocs species, mais c'est quand même un sujet véritablement créé par l'obligation de débarquement qui a obligé à trouver d'autres instruments juridiques pour ne pas se retrouver bloqué, si je puis dire, à travers l'obligation de débarquement. Tout ça pour dire que donc, plutôt que de rejeter en bloc l'obligation de débarquement, dire voilà, on l'a appliquée, on la déclare, on a un certain nombre d'expériences qui doivent nous permettre, nous, la France, de peser dans le débat communautaire sur l'évaluation de l'obligation de débarquement lorsqu'on évaluera de façon plus générale la PCP. Partant du principe simple et, me semble-t-il, de bon sens, qui est que si on n'a pas essayé, on est peu crédible ensuite à dire il faut la transformer, alors que si on arrive en disant on déclare nos rejets, d'accord, on gère nos exemptions, on gère nos souplesses, on a des problèmes sur ceci, on a fait des efforts sur la sélectivité sur telle et telle pêcherie, me semble-t-il, notre apport et notre voix au niveau du débat communautaire seront bien plus forts et, me semble-t-il, bien plus efficaces. Merci pour ces interventions. Je vous propose maintenant de parler d'un deuxième point concernant l'obligation de débarquement, qui est en fait la réalité à bord et à terre. Et pour ça, je vais demander tout d'abord à Jean-Baptiste Goulard s'il veut bien prendre la parole pour du coup nous parler de la réalité à bord, justement, de comment ça se passe, ce que vous faites et quelles seraient réellement les contraintes en termes de travail, de sécurité. La réalité à bord, hormis dire qu'on a travaillé sur le fait de ne plus ramener, la réalité c'est que oui, on a encore un peu de rejet qu'on déclare sur nos logbooks, mais qu'on ne ramène pas parce qu'on n'a pas la capacité de le faire. Et honnêtement, parce qu'on a quand même joué le jeu de prendre vraiment, voir qu'est-ce qu'on a en volume, c'est pas si important que ça. Ça représente peut-être 2-3%, pas beaucoup plus. Là où on a un gros problème sur le rejet, c'est sur les espèces interdites qu'on a le droit de rejeter. Ceux-là, du fait qu'on les a interdits, certaines espèces, on a quand même des gros volumes qui partent. Et ça, c'est une aberration pour tout le monde. Parce qu'autant pour vous, scientifiques, que pour nous, on voit c'est de l'argent qu'on jette à l'eau. De la raie, des chiens, enfin, c'est les requins. Et c'est des espèces qu'on retrouve dans des endroits qu'on ne voyait pas, parce que ça prolifère. Ils se promènent de plus en plus, et c'est des vraies pêcheries accidentelles, parce que on n'en veut pas et on les trouve. Et ça c'est une grosse partie de notre rejet. Ça, après, tout ce qu'on a le droit de ramener, ça ne représente pas grand-chose, parce qu'on a des grands culs, on a des mailles carrées, on a plein de choses qui font que le petit poisson n'est plus là. La majeure partie, c'est ça, c'est les espèces interdites. Après, en termes de bord, si on devrait traiter ça, non. Non, parce qu'on ne peut pas dire à des gens de travailler plus et ne pas gagner plus, parce que derrière, ça va faire des coûts en débarquement, des coûts du travail à bord. Donc, on ne peut pas dire à des gens, à des salariés, vous allez travailler beaucoup plus, mais par contre, vous allez perdre de l'argent. Je pense que personne ne serait d'accord. Et est-ce que vos navires pourraient être adaptés au fait de ramener des rejets? Après, si vous en ramenez pas tant que ça, peut-être que oui, mais... Les navires sont adaptés, on peut les adapter, hein. Tout est faisable, mais après c'est en termes de coût. La vraie problématique, c'est ça, c'est juste le traitement. Hein. C'est pas dire que le bateau n'est pas adapté, on peut l'adapter. Hein. C'est compartimenter des cales, si on peut les mettre en vrac. Mais derrière, c'est pareil, c'est le coût que ça engendre dans la transformation du bateau, non, mais c'est le coût de débarquement, c'est le coût de... C'est qui prend ça, où va le produit, parce que... moi, d'un point de vue... pour moi, c'est pas...
d'une terme d'image, c'est pas de bien de voir un produit consommable partir dans une poubelle ou aller faire de la farine, parce que nous, on en garde des fois pour le manger, c'est du produit qui se mange. Hein. Et c'est aberrant de voir ça partir, hein, sous des prétextes, sur des prétextes qui a une perte de volume. Mais nous, on se rend bien compte, parce que souvent, les études, ça met un moment à se faire, et au bout de... C'est-à-dire quand les gens s'en rendent compte, on s'en a déjà rendu compte il y a 5-6 ans avant, mais là, oui, ça devient vraiment assez problématique quand même, parce que ça, on part sur des volumes. Moi, honnêtement, je pense qu'en vous disant 2-3 tonnes par 15 jours qui partent à l'eau, je mens pas. C'est à peu près ça. Très bien, du coup, c'est une transition toute trouvée pour laisser la parole à Jennifer Leroux pour nous parler plutôt de ce qui se passe à terre, et donc notamment au niveau du mareyage. Bonjour à tous. À terre, il ne se passe pas grand-chose. À vrai dire, je rejoins tout à fait Jean-Baptiste sur ce qu'il dit. Au niveau de l'aval, il y a énormément de questionnements sur les volumes. 2-3 tonnes par quinzaine, 2% seulement d'une marée, c'est pas grand-chose, mais c'est des volumes en moins à débarquer dans un contexte de pénurie de produits, avec des demandes de plus en plus importantes du marché. C'est autant de volumes qui partent pas à la consommation humaine. C'est une interrogation aussi en termes de gaspillage. Le mot a été dit, gaspillage alimentaire entre autres, parce que les produits dédiés à ces obligations de débarquement ne rentrent pas dans la chaîne alimentaire par la suite. Et pour l'aval, c'est un sentiment de gaspillage qui va à l'encontre des discours sociétaux qu'on peut entendre aujourd'hui. Il y a quelques années, l'Association des Marailleurs de l'Orient avait porté un projet en collaboration avec IDEMER, qui avait été financé à l'époque par France Filière Pêche, qui était la valorisation justement de petites espèces ou d'espèces méconnues sur le plan nutritionnel. Et il y a eu des belles surprises. Il y a eu des belles surprises avec justement des espèces comme la plie, qui ne sont pas forcément très très populaires, mais qui apportent des éléments nutritionnels très importants qu'on pourrait retrouver dans des plats préparés. Et à notre sens, il y a un gap entre dédier les produits à la consommation humaine et ensuite au pet food. Eh bien, entre deux, il y a peut-être des choses à faire et leur donner une seconde chance, quoi. Merci à vous deux. Peut-être que du coup, oui. En fait, à ce sujet-là, dans notre projet européen, on avait beaucoup travaillé avec les Islandais, qui, je trouve, c'est vraiment une histoire très intéressante, parce qu'eux, ils ont eu l'obligation de débarquement depuis les années 80. Et encore une fois, les changements sont longs, ça c'est évident. Il faut quasiment une génération pour que l'idée de ramener tout à terre soit complètement acceptée. Donc ça, c'est sûr que c'est une transition longue. Mais quand on voit l'Islande maintenant, ce qui est vraiment impressionnant, c'est que pour 1 kilo de cabillaud qu'ils attrapent, ils en valorisent presque 90%. Et pourquoi? Alors que nous, juste de garder les filets, on tourne autour de 60%. 60-65. Et donc, c'est vrai que l'Islande a mis en place des filières immenses. Tout est valorisé, la tête, la peau, les yeux, parce que tout a de la valeur, en fait. Et donc, ils font aussi des pansements, des médicaments, des cosmétiques, donc des choses finalement à très forte valeur ajoutée sur des petits volumes. Et ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais le fait de commencer par ne plus rejeter, ça a créé le mouvement et ça a créé des marchés, et il y a des choses qui se sont mises en place. Et puis avec ce qui reste, ils font des bouillons cubes qui sont vendus partout en Afrique. Et donc je pense que c'est quand même vraiment un exemple à garder en tête, mais il faut un démarrage quelque part. C'est ce qu'on disait, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de driver, il n'y a pas assez d'incitation pour que ça se fasse de soi-même. Donc, il y a d'abord eu cette vague politique en Islande, et après, sur les 40 dernières années, ils ont développé les filières. Donc, je pense que c'est vraiment pour dire, effectivement, ça prend du temps, mais si on y croit, les choses changent, quoi. Et il faut démarrer quelque part. Voilà, il ne faut pas se dire que 2 tonnes, c'est pas grand-chose, et il y a de quoi créer des filières. Merci beaucoup.
Justement, pour rebondir sur le fait qu'il fallait une génération un peu pour changer les mentalités, on peut peut-être aussi se poser la question sur la mise en œuvre en fait, de l'obligation de débarquement, le suivi et aussi le contrôle. En fait, comment assurer la mise en œuvre donc, sur le terrain, comme on a pu le voir, mais également dans le suivi de l'obligation de débarquement, le suivi des exemptions également. Et également, quelles sont les pistes qui sont envisagées aussi pour contrôler cette obligation de débarquement. Donc, je ne sais pas si M. Dambert-Desgranges, vous avez des choses à dire sur ce sujet de mise en œuvre. Donc sur le contrôle de l'obligation de débarquement, peut-être avant de parler de ce qui nous concerne nous directement en France, rappeler que déjà effectivement d'autres pays l'ont appliqué, en tout cas ont adopté un certain nombre de méthodes, et que actuellement l'état de la situation au niveau communautaire est le suivant. Nous avons travaillé donc sur le sujet dans les groupes régionaux d'États membres, et notamment pour la France, puisque on est impliqués dans 4 bassins régionaux. La mer du Nord d'une part, les eaux occidentales Nord, les eaux occidentales Sud et la Méditerranée. Et qu'effectivement, après des longs mois, voire des dizaines de mois, peut-être même des années de concertation, ce qu'il en ressort, la première chose, c'est que nous ne sommes pas d'accord sur les modalités de contrôle entre les différents bassins. Au sein même d'un bassin, nous ne sommes pas forcément aussi en état de consensus. Et que donc un effort à la fois d'harmonisation, même en tenant compte des spécificités, ainsi que donc un effort de décision nous est demandé sur le sujet par la Commission. Ça, c'est le premier point qui est important, qu'on vient de rappeler. Le deuxième point qui convient effectivement de rappeler, effectivement, donc la Commission, actuellement, vis-à-vis de l'ensemble des États membres, nous interroge et effectivement fait monter un peu de pression pour savoir comment, du volet de la déclaration des rejets, nous passons au volet du contrôle de l'obligation de débarquement. Et donc, sur le sujet, je dirais d'abord que notre meilleure réponse serait d'avoir les meilleurs taux possibles, c'est-à-dire 100% de déclaration des rejets. En rappelant effectivement, s'il fallait encore le rappeler, mais j'ai l'impression que c'est parfois toujours nécessaire, déclarer les rejets, ça ne va que dans l'intérêt des professionnels. Comme il a été dit tout à l'heure en préambule, les rejets font partie des TAC et donc ensuite des quotas qui sont déclarés chaque année, qui sont décidés chaque année au Conseil des ministres. Ça, c'est la première des choses. Si nous, on ne les déclare pas dans nos fameux TAC de capture, peut-être que d'autres, en les déclarant à terme, feront bouger les clés de stabilité relatives. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, aussi rappeler qu'on passe, il y a quand même des gens ici qui en sont les témoins, voire les acteurs, des heures et des heures de négociations, avec l'aide aussi d'ailleurs de nos scientifiques, avec la Commission pour mettre en place les modalités pratiques des exemptions, des assouplissements à l'obligation de débarquement, qui sont, je le rappelle, les exemptions soit pour auto de survie, les exemptions aussi dites de minimis. Je vous le rappelle, le de minimis, c'est la quantité de rejet qui est exemptée d'être ramenée à terre et qui peut être rejetée donc du bord. Et si effectivement en face, on n'a pas les déclarations qui nous permettent de soutenir tout ce travail, tôt ou tard, vous pouvez imaginer que la conclusion logique sera que nous n'aurons plus droit à ces exemptions, qui en plus, je le rappelle, deuxième effet quand même important, fait que dès lors qu'une exemption, notamment l'exemption des minimis, n'est pas effectivement déclarée au niveau donc, de ces rejets par un État membre, comme elle est déduite a priori et n'est restaurée qu'a posteriori sur base des déclarations, c'est aussi quelque chose qui disparaît de nos quotas. Donc dire et redire qu'actuellement, il y a une impérieuse nécessité, une urgence pressante, et qui est que l'ensemble de la flotte déclare donc ses rejets. Certes, depuis le début de l'année, il y a des taux qui sont en progression tout à fait considérable. Je ne donnerai pas là les taux pour la Bretagne, même si je les ai, et qui d'ailleurs montrent quand même qu'il y a quand même quelques différences, ne serait-ce qu'en termes de département. Mais véritablement, si nous n'avons pas l'exhaustivité de la déclaration des rejets, nous sommes faibles, bien évidemment, dans le cadre de tous les travaux sur l'aménagement de l'obligation de débarquement. Ça, c'est effectivement un premier point.
Il me semble pourtant qu'il y a quand même un très lourd travail de la DPMA, en lien bien sûr avec le comité national, les comités régionaux, les OP, qui sont extrêmement impliqués. Et véritablement, je fais un appel à la déclaration des rejets, parce que si nous ne l'avons pas, tôt ou tard, nous serons disqualifiés dans le cadre de ce que j'ai pu vous expliquer tout à l'heure, et qui est effectivement la possibilité d'essayer d'améliorer cette obligation communautaire. Pour en revenir donc ensuite à la question qui m'est posée, donc effectivement la Commission nous demande de lui expliquer comment nous mettons en place, donc comment nous avons mis en place, comment nous sommes censés avoir mis en place le contrôle de l'obligation de débarquement. Donc je rappellerai quelques points essentiels. Le premier, effectivement, c'est que nous avons fixé comme priorité la déclaration des rejets avant même tout contrôle. Le deuxième point, au regard de ce que j'ai pu expliquer en termes de complexité, de difficulté de gestion du contrôle de l'obligation de débarquement, au sein du concert des États membres concernés par ce sujet-là, donc nous sommes sur une position qui consiste à dire nous souhaitons mettre en place des projets pilotes. D'autres États membres aussi ont manifesté cette intention-là, plutôt que de passer par une obligation généralisée de contrôle, qui d'ailleurs pose de nombreux problèmes par rapport aux différents moyens de contrôle possibles. Nous souhaitons partir sur la base d'armements volontaires. Et effectivement, je vais peut-être causer votre surprise, mais il y a des armements volontaires pour mettre en place le contrôle de l'obligation de débarquement. Et effectivement, donc, ce sont des armements qui utilisent donc de gros navires dans des pêcheries tout à fait particulières et sur lesquels effectivement on passerait par l'expérimentation de la fameuse CCTV, c'est-à-dire effectivement le contrôle par caméra donc de l'obligation de débarquement. Sur ce sujet-là, donc comme je viens de le dire, d'autres États membres ont indiqué eux aussi qu'effectivement ils étaient plutôt désireux d'explorer cette piste donc du projet pilote sur le contrôle de l'obligation de débarquement par la caméra, en rappelant, mais là les positions sont un peu différentes, qu'effectivement beaucoup d'autres États membres, enfin de ceux en tout cas qui souhaitent faire des projets pilotes, effectivement mettent tout de suite en avant le fait que ce type de moyen de contrôle, bien évidemment, est inadapté s'il devait être généralisé à la totalité des flottes, bien évidemment, mais qu'effectivement, pour nous, à nos yeux comme à leurs yeux, effectivement, n'est adapté que dans le cas tout à fait particulier de très gros navires qui, effectivement, peuvent supporter cette obligation-là. Je rappelle que derrière aussi, pour l'État membre, c'est aussi une très lourde obligation, puisque, bien sûr, comme vous devez le savoir, filmer des virages et des filages de chaluts, ça correspond effectivement ensuite énormément de data, de terabits, comme ils disent en langage informatique. Et donc derrière, c'est quasiment l'établissement, en tout cas le passage d'un marché public extrêmement lourd avec une structure dédiée qui peut effectivement faire le visionnage, et selon plein de méthodes, donc de ces bandes vidéo. Donc comme vous pouvez l'imaginer, ça n'est absolument pas adapté, bien sûr, à tous les plus petits bateaux. Et donc c'est la raison pour laquelle, bien sûr, nous sommes sur l'idée, non pas, bien sûr, d'une application généralisée et indifférenciée, mais sur un projet pilote, avec des armateurs volontaires. D'ailleurs, nous avons encore une nouvelle couche de difficulté qui est le fameux RGPD, vous savez, le Règlement général pour la protection des données, qui aussi y participe. Et donc c'est la raison pour laquelle on devrait a priori l'année prochaine, sur le premier peut-être début du second semestre, avoir mis en place tous les termes donc, de cette expérience. Ça c'est donc nous concernant et concernant éventuellement d'autres États membres. Il y a donc ensuite d'autres moyens, puisqu'il faut effectivement peut-être dresser un peu le panorama pour des moyens de contrôle de l'obligation de débarquement. Donc vous avez une deuxième méthode, si je puis dire, qui est la méthode de la flotte de référence, c'est-à-dire qu'au regard des données déjà existantes, des données de déclaration, de capture, de débarquement, des données de déclaration de rejet, on établit ensuite une sorte de schéma type, ce qu'on appelle une flotte de référence, et ensuite effectivement, au regard donc des déclarations faites, qui peuvent être complétées aussi par ce qu'on appelle le last haul, c'est-à-dire en fait, non pas d'ailleurs le dernier trait de chalut, mais un trait de chalut dont on analyse au moment du contrôle la composition,
essayer de voir si effectivement donc il y a au sein de tous ceux qui déclarent leur rejet effectivement des navires qui eux ne le déclareraient pas. Donc ça, c'est aussi une deuxième méthode de contrôle. Une troisième qui, bien évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, est jugée comme totalement démesurée, c'est bien sûr des observateurs sur les bateaux concernés par l'obligation de débarquement. Donc là-dessus, je redis toute notre opposition à ce sujet-là. Pour la France, même s'il y a eu malheureusement au niveau international des cas contraires, un observateur scientifique à bord, ce n'est pas un observateur de contrôle. Les deux fonctions sont radicalement distinctes, elles n'ont strictement rien à voir. Et on ne doit pas commencer effectivement à mélanger ça. Sinon, c'est la fin de l'observateur scientifique et ce ne sera pas forcément, bien évidemment, le devenir de l'observateur de contrôle sous les meilleurs auspices. Donc ça, c'est aussi une méthode, mais à ma connaissance, vraiment extrêmement peu d'appétence au niveau des États membres. Et puis donc la dernière technique éventuelle de contrôle de l'obligation de débarquement, c'est celle sur laquelle nos collègues danois sont en train de monter ou ont peut-être déjà commencé à débuter une expérience et qui, elle, vise à voir, mais effectivement, pas seulement sur l'obligation de débarquement, mais en fait plus pour, je dirais, la pêcherie pleinement documentée. Et c'est l'installation, donc y compris pouvant s'adapter aux caractéristiques spécifiques des plus petits bateaux, de ce qu'on appelle la box, c'est-à-dire en fait, on a déjà fait l'expérience d'ailleurs nous, de façon très limitée, un petit peu en Bretagne et en Méditerranée il y a déjà quelques années, et qui permet effectivement d'enregistrer un peu tous les paramètres, notamment de l'effort de pêche complété avec les rejets. Voilà quels sont, a priori, enfin en tout cas en l'état actuel de ma connaissance, la plupart des moyens de contrôle de l'obligation de débarquement. J'en oublie peut-être certains, mais après, je n'ai pas la vision, je dirais, internationale de la chose, et notamment celle de certains pays qui expliquent qu'ils l'ont appliqué depuis les années 80, notamment les très très nordiques. Merci, Monsieur D'Alembert-Desgranges. Est-ce que l'un d'entre vous veut également intervenir sur la question du suivi et de la mise en œuvre de l'OD ? Moi, je voudrais juste dire qu'on part toujours un petit peu du principe sur l'obligation de débarquement que c'est très difficile à contrôler, pas forcément applicable de manière théorique, et qu'en gros, tant qu'il n'y aura pas de caméra à bord des bateaux ou effectivement des observateurs sur 50% des navires, on ne connaîtra pas les chiffres, et donc vivons heureux, vivons cachés, on pourra rester un peu dans notre coin. Mais c'est un raisonnement très, très court-termiste, et je suis à peu près persuadé que, ne serait-ce que sur la base des seules données existantes, on est parfaitement capable aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'Agence européenne de contrôle ou des différents instituts scientifiques, de reconstituer des profils de composition de capture qui peuvent être élevés à une échelle annuelle. Et donc, on serait déjà pas très loin aujourd'hui de pouvoir reconstituer et de pouvoir comparer la réalité des déclarations, la réalité des débarquements avec ce qu'ils auraient dû être. Alors, bien évidemment, cette reconstitution ne sera jamais complètement directement potentiellement soumise et considérée comme une infraction. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins dans les grandes masses, les efforts qui ont réellement été faits et un certain nombre d'améliorations ou non de pratiques sur ces questions d'obligation de débarquement, c'est pas si lointain que ça, et il y a des choses qui peuvent être faites très rapidement. Et donc que ça nous plaise ou non, il y a déjà eu un certain nombre de commentaires qui ont été faits sur notre acceptabilité de l'obligation de débarquement, mais aussi sur pour nous, sur la nécessité qu'il va nous falloir bouger sur ce sujet-là. C'est pas forcément très loin, et y compris sur le volet du contrôle et du suivi. Oui, alors je suis contente de vous entendre parler des Danois, Monsieur D'Alembert-Desgranges, parce que moi qui arrive de 20 ans, je serais ravie d'échanger avec vous sur ces sujets-là, parce qu'effectivement, le Danemark a essayé toutes ces pratiques-là de contrôle, petit bateau, grand bateau, et puis vraiment voir finalement quelle est la quantité de vidéos qu'il faut observer, à quelle fréquence, combien de temps ça dure. Donc ça, c'est quand même des choses, je dirais, où en tout cas, moi, arrivant du Danemark, on a 10 ans d'expérience là-dessus. Donc
je suis contente de voir ça arriver en France et je serais ravie de vous aider là-dedans. Mais je voulais citer, finalement, il y a quand même deux autres exemples qui aussi nous montrent que c'est possible. Le premier, c'est le Chili. Voilà, le Chili, c'est le pays qui est en train d'armer tous ces bateaux, voilà, avec des caméras, les petits, les gros, et qui a mis finalement en place un système assez bien balancé entre les obligations, les devoirs et les droits, et puis assez bien équilibré finalement entre le rôle de l'État et le rôle du pêcheur. Donc je trouve que nous, on suit ça finalement d'assez près, parce qu'on se dit, autant on a du mal à se comparer avec l'Islande et l'Alaska, autant si le Chili peut, la France peut. Je pense qu'il y a quand même... Donc ça, c'est quand même un exemple qui est assez intéressant. Et puis un autre exemple qui m'a assez frappé récemment, c'était donc un débat, voilà, sur le contrôle par caméra. Et donc c'était un pêcheur de Colombie-Britannique au Canada, un petit pêcheur qui vient d'une génération, 5 ou 6 générations, et qui s'est porté, lui, et qui est devenu un peu le porte-parole de dire ce contrôle par caméra, c'est bien pour nous les pêcheurs. Et il disait, pourquoi? C'est tout simple, parce que maintenant, comme on a tous le même système de contrôle, on est tous dans la même obligation. Donc mon voisin, je sais que mon voisin ne triche pas, mon voisin sait que moi je ne triche pas, et on dort tous bien mieux la nuit. Et finalement, voilà, il essaie de faire porter cette idée-là, de dire que c'est finalement bénéfique pour tout le monde, parce que c'est un pot commun, parce que finalement, on parle aussi des générations futures, et que si tout le monde, et qu'on a plus tendance à suivre les règles du jeu, si on a l'assurance que les autres le suivent aussi. On parle tout le temps de ça en disant, il n'y a pas de raison qu'il y ait uniquement un groupe qui soit contrôlé et pas un autre groupe. Et donc finalement, ces pays qui arrivent à mettre ça au cœur de l'idée que c'est aussi bon pour vous les pêcheurs, c'est pas que du Big Brother, c'est pas que nous on est en train de regarder ce que vous faites, mais c'est un travail collectif pour maintenir le stock pour vous et pour les générations futures. Et bien finalement ça marche. Donc je crois que c'est quand même des exemples qui sont importants à garder en tête. C'est un changement de mentalité, mais finalement on se rend compte que si on a cette vision de la pêcherie pleinement documentée, on peut supprimer plein d'autres choses. On n'a plus besoin de faire des tas de contrôles, de tas d'autres choses. C'est comme un radar sur la route. Du moment qu'on sait qu'on ne dépasse pas la vitesse, peu importe de savoir si on a une Ferrari ou une camionnette, ce qui compte, c'est le résultat. Et donc voilà, c'est toute cette idée de gérer la pêche par le résultat et pas forcément par tout un tas de régulations techniques. Donc je pense que c'est une vision du contrôle géré par des règlements techniques ou par le résultat qui en sort. Et c'est vraiment intéressant, je trouve, de voir ces changements, ces discussions. C'est pas facile, mais c'est très porteur. Il y a beaucoup de potentiel. On est dans une table ronde, donc on n'est pas dans une réunion officielle. Donc effectivement, on peut exprimer plus librement ce qu'on pense, que ce soit au niveau de la philosophie, etc. etc. Je ne sais pas quelle est la flottille en Colombie-Britannique, mais très franchement, j'ai dit et le redis, la perspective donc, de généralisation des CCTV sur la totalité de la flotte française, ne serait-ce que métropolitaine, ce n'est pas pour l'instant à l'ordre du jour nous concernant. Et donc nous restons bien, Madame Ulrich, même si j'entends ce que vous dites, sur effectivement donc un projet pilote pour les navires de gros armement donc spécialisés en ce qui nous concerne. Après, sur ce que vous venez de dire, moi j'aurais plutôt tendance à dire en termes d'acceptabilité, pour rejoindre d'ailleurs un peu ce qu'a dit à l'instant aussi Jean-Marie, c'est vrai quand même qu'on pourrait réfléchir un peu à l'acceptabilité des déclarations. Si je regarde sur quand même une assez longue période, donnez-moi un peu le crédit d'avoir un peu de recul et un peu d'expérience sur la pêche française. Je pense qu'un jour, il faudrait faire une psychanalyse de l'obligation de déclaration. Il y a un vrai problème pour la pêche française, je ne sais pas à quoi il est dû, de devoir déclarer exactement ce qu'elle fait. Alors en dehors du fait que c'est toujours considéré comme une charge supplémentaire, etc., ce qui est déjà un raisonnement qui m'a toujours un peu étonné. Je ne connais pas d'autres professions sur lesquelles on rechigne à déclarer son activité parce que justement, c'est un garant de son existence et de son poids au niveau socio-économique. Ça, me semble-t-il, c'est la première des choses. Et bien évidemment, la deuxième des choses, c'est, me semble-t-il, plus on déclare son activité, mieux on déclare son activité, en dehors même de pouvoir mieux la gérer. C'est aussi mieux on la défend. Enfin, me semble-t-il, il y a quand même actuellement
énormément de débats, et ils sont tout à fait légitimes, sur la planification spatiale maritime, les différents usages, les éventuelles différentes priorités données à tel et tel usage dans telle et telle zone. Quel meilleur sauf-conduit, quelle meilleure défense que peut avoir la pêche professionnelle par rapport à tous ces projets-là, que de dire, mais regardez, moi j'ai la déclaration de mon activité, de mon effort de pêche, de mes captures, y compris sur les plus petites et les plus pertinents carroyages au niveau maritime. Sincèrement, je pense que ça faciliterait énormément les termes de beaucoup de débats en faveur donc de la défense, ou en tout cas de l'aménagement des intérêts de la pêche professionnelle. Et puis dernier point, par rapport aussi à l'acceptabilité de la déclaration, j'y vois aussi, alors effectivement, c'est facile de le dire, mais tout reste à faire au sens concret. Mais très franchement, de temps en temps, on a des soucis sur la gestion de certains stocks, parce qu'effectivement, vous savez qu'on a l'année précédente sur laquelle, comme on n'a pas les données scientifiques, on prend l'avis sur l'année d'avant. Hein. Là, au Conseil des ministres de Takékota de 2020, on aura les données donc consolidées et effectivement parfaitement analysées par les scientifiques sur 2018. Éventuellement, pour certains stocks sur lesquels il y a des urgences ou des priorités, on aura des parties d'analyse complémentaires avec des résultats de 2019. Et très franchement, la pêcherie pleinement documentée, effectivement, sur la base donc, du recensement et de la déclaration exhaustive de tout ce qui est bien sûr débarqué et de tout ce qui est rejeté, me semble-t-il, ça nous permettrait quand même d'avoir une sacrée amélioration au niveau des décisions de gestion sur lesquelles très souvent, et j'en ai déjà souvent entendu, Dieu sait, des reproches ou des plaintes sur le sujet, certains sont justifiés. Je pense aussi que ça, on devrait aussi quelque part un jour le mettre un peu dans la pensée et dans la balance, parce qu'effectivement, ça permettrait, et me semble-t-il, ça faciliterait l'exercice des responsabilités, que ce soit celle des responsables professionnels, bien sûr des amateurs les premiers, mais aussi des pouvoirs publics, l'État, mais aussi ensuite au niveau communautaire. Je voudrais revenir sur les deux précédentes interventions et sur la capacité finalement du secteur à engager une démarche vertueuse, une démarche d'amélioration. Si on reprend, et si vous vous souvenez de la carte qui a été présentée tout à l'heure avec les hauts niveaux de rejet qui étaient observés en mer du Nord et dans le golfe du Mexique, moi j'ai envie de faire un lien aussi avec le niveau et la superposition des normes réglementaires. Et à un moment, parce que il faut de la cohérence et il faut des objectifs qui soient clairs. Nous, par exemple, on est assez fortement concernés par la problématique de la dorade rose en Pointe-Bretagne, avec un tout petit quota au niveau national et un quota qui n'est pas forcément beaucoup plus élevé au niveau européen. Et ce n'est pas une évaluation scientifique la plus poussée, donc on ne peut pas situer aujourd'hui si on est au rendement maximum durable ou pas. Et aujourd'hui, d'être vraiment contraint, et c'est un vrai problème vis-à-vis de l'obligation de débarquement que cette espèce-là de la dorade rose, ça bloque énormément de choses, parce que si on devait déclarer, ça ferait quota fermé, ça ferait des bateaux qui devraient dégager de grandes zones de pêche, et ça, ce serait fini. Donc ça, c'est un vrai blocage, psychologique au moins déjà, mais potentiellement vraiment économique assez rapidement. Et quand je vois cette situation sur la dorade rose, encore une fois, où on n'a pas d'évaluation scientifique poussée, pas d'évaluation analytique, et ce qu'on a pu faire, par exemple, sur le cabillon en mer Celtique l'année dernière, où on a demandé aux instituts scientifiques d'essayer d'estimer le niveau de capture inévitable qui serait réalisé en capture accessoire des autres espèces, je me dis qu'il y a des solutions comme ça assez pragmatiques qui pourraient être trouvées, pour peu qu'il y ait une volonté politique de faire sauter tous ces verrous, tous ces freins, et qui pourraient donner un petit peu des gages au secteur pour engager des programmes d'amélioration. Très bien, merci. Du coup, il va nous rester un quart d'heure pour peut-être conclure cette table ronde et laisser peut-être un tout petit temps de questions si jamais il y en a. Donc pour la conclusion et le futur à l'obligation de débarquement, je ne sais pas si un d'entre vous veut intervenir en particulier. Sinon, peut-être que je laisserai la parole à Jean-Marie Robert pour commencer.
Il y a déjà un certain nombre de sujets qui ont été abordés ou qui ont été identifiés dans les discussions qu'on a eues. Moi, je voudrais rajouter un point qui me paraît important, c'est celui de la temporalité. C'est-à-dire qu'on est, pour la fixation des possibilités de pêche, c'est ce qu'on connaît depuis X années avec le Conseil des ministres de fin d'année. Et sur l'obligation de débarquement, on est exactement dans la même chose avec des exemptions, par exemple, de minimis qui sont définies, qui peuvent être jouées, qui peuvent bouger d'une année sur l'autre. Et je pense qu'il y a quand même une partie des réponses ou des solutions à mettre en place pour aller vers une pêcherie, des pêcheries pleinement documentées et qui minimisent le plus possible les rejets, qui ne pourront intervenir que si on a un cadre un petit peu figé, fixe, autour des possibilités de pêche et des évolutions réglementaires. Et ça, nous c'est un des points de revendication importants qu'on a, que d'essayer de sortir de ce principe d'annualité de la ressource, et que s'il y a des changements structurants qui doivent être organisés au niveau des flottilles, une des conditions importantes, ce sera celle-là. Le deuxième point, parce que je pense que la gestion et l'aspect scientifique de la gestion des pêches doit primer sur l'aspect moral. C'est que là, on est finalement venu placer toutes les espèces soumises à quota exactement au même niveau dans la politique commune de la pêche vis-à-vis de l'obligation de débarquement. Et comme on l'a dit tout à l'heure, l'obligation de débarquement, ce n'est jamais qu'un outil au service du rendement maximum durable. Et ça veut dire que pour tous les stocks où on n'est pas capable de situer et d'évaluer la mortalité par pêche, l'obligation de débarquement, ce n'est pas quelque chose de vital. Et je pense que si déjà on devait un peu recentrer la liste d'espèces pour laquelle on essaye d'appliquer effectivement l'obligation de débarquement, ce recentrage-là, je ne dis pas qu'il ferait sauter tous les problèmes, mais au moins il donnerait beaucoup plus de sens à ce qu'on veut essayer de faire sur l'aspect gestion de la ressource, et il nous permettrait déjà, encore une fois, de débloquer un certain nombre de choses et de permettre des démarches d'amélioration. Merci. Peut-être aussi en conclusion, justement sur le côté opérationnel de l'obligation de débarquement, est-ce que vous, donc chacun à son niveau, avez des idées, je ne sais pas, de propositions, de simplification, justement par rapport à est-ce qu'il faut appliquer l'obligation de débarquement à toutes les espèces sous TAC, ou est-ce qu'il y a des possibilités, notamment au niveau des exemptions? Est-ce qu'il faudrait, par exemple, une simplification dans l'obtention des différentes exemptions, ou alors peut-être une généralisation et des exemptions qui sont sur les façades peut-être plus homogènes? Donc, je ne sais pas si vous aviez déjà des pistes de réflexion sur ces différents sujets. En fait, encore une fois, comme ça a été dit aussi plusieurs fois, le problème, c'est qu'il n'y a pas un rejet. Enfin, ça a été beaucoup de fois, il y a quand même beaucoup de raisons différentes de rejeter. Et parfois, elles sont toutes cumulées, parfois, c'est seulement l'une ou l'autre. Et donc, je pense que, en fait, il y a énormément de choses qu'on sait maintenant, qu'on ne savait pas au moment où l'obligation de débarquement a été mise en œuvre. Donc, je pense qu'il y a quand même vraiment, on se dit, même si là, on se dit, bon, il y a peut-être, on n'a pas résolu grand-chose, le problème est encore là, etc. Mais je pense qu'en tout cas, au niveau connaissance du problème, ses sources, ses quantifications et finalement, quels sont les verrous qui restent, je pense qu'on est très loin maintenant par rapport à là où on était il y a 5 ou 10 ans. Donc c'est vrai que ça a été dit très clairement, l'obligation de débarquement a été écrite dans tous les détails, vraiment de manière très très précise, très compliquée, et donc avec très peu de marge de manœuvre. Et je pense que quelque part, ça a vraiment été une pierre dans l'eau, parce que c'était tellement rigide que de toute façon, on avait très peu de chances de pouvoir discuter et finalement tirer un peu l'élastique. Donc je pense que là, c'est sûr que ça nous a permis de mettre énormément de discussions, de connaissances sur la table. Qu'est-ce qui va en ressortir à la prochaine PCP? Je pense que personne n'a la boule de cristal pour répondre ça, parce qu'on a bien vu que cette PCP, c'est arrivé très vite, et ces éléments-là n'ont pas forcément été bien anticipés, ni par les scientifiques, ni par la profession, je pense. Mais en tout cas, je pense que la prochaine PCP va essayer finalement de résoudre les problèmes qu'on n'a pas pu résoudre dans celle-là, mais sur la base d'une meilleure connaissance. Je pense d'un meilleur dialogue, d'une meilleure connaissance, et en disant, bon, voilà, les quotas qui sont liés, les rejets qui sont liés à la taille,
doivent être résolus de manière différente que les quotas qui sont liés, les rejets qui sont liés aux quotas. Et je pense que c'est ceux-là qui sont les plus difficiles, parce que là, et c'est surtout vrai dans la zone mer Celtique, mer d'Écosse, donc vraiment l'ouest de l'Europe, où là, il y a quand même toutes ces questions de choke spaces entre l'Angleterre, la France, l'Irlande, etc. Et donc là, on a des problèmes d'accès aux quotas, je trouve, qu'on a du mal à résoudre, parce que là, c'est des questions politiques de partage des quotas entre États membres qui sont finalement des verrous que la sélectivité ne pourra pas tous résoudre. Donc je pense qu'en fait, on s'est rendu compte maintenant, voilà, il y a des solutions qu'on pourra résoudre avec la sélectivité, et il y en a qui devront être résolues avec un effort politique supplémentaire de partage de la ressource à la base. Et ça, je pense que c'est un peu l'éléphant dans la pièce dont on ne parle pas, et surtout en ces jours de Brexit, c'est vraiment un sujet très, très, très difficile, parce que c'est finalement toute cette histoire des répartitions de quotas entre États membres qui est très difficile. Et je pense qu'il va bien falloir, un jour ou l'autre, que ces discussions avancent, parce qu'elles bloquent finalement n'importe quel autre effort. Donc je pense que c'est vraiment un des gros verrous qui reste à discuter. Et je redis que la variabilité des possibilités de pêche est aussi un très, très gros verrou. Effectivement, on est dans un contexte européen, il y a tout démarre à Bruxelles, la stabilité relative, il y a beaucoup de choses après, des choses différentes qui se passent au niveau de chaque État membre. Mais il y a un moment sur ces questions de gestion de la capacité d'adaptation de l'effort de pêche, comment faire pour adapter les choses. Alors en plus dans des pêcheries mixtes, où je vais prendre l'exemple du maquereau par exemple, qui est un pouillème du chiffre d'affaires de bateaux qui évolue au chalut de fond. Alors qu'en 3-4 ans, nos possibilités de pêche au réel vont faire... il y aura une phase de descente de moins 40% et ça risque d'augmenter de plus 40% l'année prochaine. Nous, on ne peut pas se lancer dans un exercice d'adéquation finalement de la flotte avec toutes les captures sur une base aussi comme ça d'annualité. Nous, on peut pas... c'est trop lourd de conséquences et c'est pour ça que tout ce qu'on pourra faire et on espérait vraiment que les nouveaux plans de gestion régionaux, alors je continue à l'espérer, mais nous donnent et cette visibilité et cette stabilité pour pouvoir organiser un certain nombre de réflexions et d'aménagements. Mais je pense que plan de gestion ou pas, la nature restera variable, et je pense que ça, et avec le changement climatique qui arrive, ça risque d'être presque même de plus en plus variable. Donc moi, en tant que biologiste, je ne peux que dire, je suis désolée, mais je pense qu'on va avoir du mal à passer nettement au-delà de la nuitée à cause de cette variabilité des ressources d'une année sur l'autre qui est vraiment qui est difficile à gérer. Donc je pense qu'il y a effectivement des efforts qui sont faits, mais on voit, il suffit d'une année avec tout d'un coup un gros recrutement qui arrive, ou au contraire pas de recrutement du tout, et le plan de gestion finalement n'arrive plus à s'appliquer. Donc ça reste toujours une composante qui est très difficile à prévoir. Voilà. Et si je peux me permettre, essayer de rechercher au niveau politique le plus possible d'accords gagnant-gagnant. Là, tout à l'heure, Jean-Baptiste a parlé, je pense, aiguilla, pochetot, des espèces où, au titre de la précaution, c'est des quotas zéro, c'est des rejets obligatoires, alors qu'il y aurait possibilité de valorisation. Parce qu'il y aurait peut-être certaines autres espèces où c'est plus sur la taille minimale, où il pourrait y avoir certains aménagements décidés au niveau politique pour fluidifier les choses. Et on sait que sur le marché, après, ça pourrait être valorisé. Et je pense que quelque part, là, on vient sans doute, enfin c'est même l'évidence, trop demander aux pêcheurs sans aucune contrepartie, alors que si on pouvait rechercher voilà, des déblocages pochetot, aiguilla, et essayer d'obtenir, enfin je pense que tout se mettrait davantage en place. Là, sur les 5 ans de mise en œuvre de l'obligation de débarquement, à ma connaissance, j'ai qu'un exemple de solution un peu gagnant-gagnante, c'est sur la langoustine du golfe de Gascogne, où via la mise en place de goulottes, on a fluidifié le tri et une exemption survie. Je vais le dire de manière positive, on pourrait sans doute raconter l'histoire autrement, mais c'est un peu l'idée, c'est qu'il faut rechercher de l'acceptabilité du côté des pêcheurs pour, ça favorisera tout. Enfin voilà, je ne peux pas le dire plus simplement.
Très bien, merci. Et du coup, il va nous rester un petit peu de temps si jamais il y a une ou deux questions dans le public. Il y a des micros qui arrivent, je crois. Oui, bonjour, je suis patron d'un chalutier à La Cotinière, un petit village de Charente-Maritime. Je déclare tous mes rejets, mais j'entends parler depuis tout à l'heure d'obligation de débarquement. Si demain je débarque tous mes rejets, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui est prévu au post-débarquement? Parce que pour l'instant, on demande de débarquer, mais je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de prévu après, d'infrastructure ou de... Qu'est-ce qui est prévu après ça? Parce que moi, si je pose mes bacs sur le quai, ils vont rester d'autres jours avant d'être rebalancés dans le port, hein, parce qu'il n'y a rien de... Et une question, est-ce qu'il est aussi prévu de faire de ces rejets de la farine pour les poissons d'élevage? Si oui, comment j'explique à mes marins que non seulement ils vont travailler plus, mais en plus pour cautionner, pour favoriser l'élevage de poissons qui va les concurrencer sur l'étal du poissonnier? Alors, je n'ai pas tous les détails de la réglementation sur les obligations de débarquement, mais tout ce que vous dites est une réalité. C'est-à-dire que si les criers ne sont pas à même de prendre en charge vos produits, en effet, ils resteront sur le quai avant de retourner à l'eau d'une manière différente. De plus, si vous êtes soumis à la destruction de ces produits puisqu'ils ne peuvent pas rentrer dans le circuit de l'alimentation humaine, vous allez devoir payer pour leur destruction. Donc évidemment que pour vous comme pour votre équipage, quelque chose qui est censé vous rapporter de la valeur ajoutée va devenir une charge pour votre armement. Alors comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il faudrait étudier quand même la possibilité de travailler sur ces produits qui sont ramenés à terre afin de créer des études ou autres de manière à valoriser ce produit-là pour vous, pour votre armement, pour que vous puissiez justement avoir un petit peu de valeur à mettre sur le bulletin de salaire à la fin du mois et non pas travailler pour rien, comme le disait Jean-Baptiste en début d'entretien. Et de plus, essayer de créer cette espèce de base de données d'informations technologiques ou autres sur les espèces et sur les produits, histoire que tous ces produits ne soient pas morts pour rien, quoi. Oui, on est bien d'accord, ce qui veut dire que pour l'instant, si on respecte tout ça, si on fait tout dans les règles, on se tire une balle dans le pied. Dans le cadre du projet européen dont je vous avais parlé, en fait, on a produit un petit livret comme ça de toutes les possibilités de qu'est-ce qu'on peut faire avec des rejets. Et on était arrivé à une trentaine d'utilisations différentes. Et donc, on a produit ce guide des utilisations avec à chaque fois, finalement, quel genre d'investissements technologiques sont nécessaires et puis quels sont les enjeux, finalement, combien ça risque de coûter, combien ça peut rapporter. Donc, on a créé un peu cette idée de si une entreprise veut s'installer et faire de la valorisation des rejets, on a créé un peu des outils scientifiques et techniques pour aider à faire un peu les études de marché. Qu'est-ce qui peut être valorisant et qu'est-ce que ça implique en matière d'investissement et de financement. Donc ça, je serais ravie de vous transmettre ce livret. Et ce qui est, en fait, moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de choses à faire pour valoriser ces rejets. Mais la plus grosse difficulté, c'est de démarrer. Parce que ça coûte cher au début, donc il faut qu'il y ait des entreprises qui veulent bien investir, qui veulent bien s'installer, etc. Donc le plus difficile, c'est de démarrer. Une fois que c'est démarré, et après, la machine est en route. Et donc là, on est vraiment dans cette difficulté que personne ne veut faire le premier investissement parce que le retour est incertain. Donc c'est sûr que là, on est dans une difficulté et je pense que ça peut venir avec le FEAMP. Entre autres, le FEAMP ouvrait beaucoup de possibilités pour aider peut-être des régions à investir parce qu'il y a moyen d'investir dans des petites unités mobiles qui peuvent ramasser le poisson où est-ce qu'il est et puis commencer la transformation. La farine, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qu'il y a de moins cher. Donc on peut démarrer comme ça parce que ça crée une filière. Mais ensuite, une fois parce que ça coûte vraiment pas grand-chose, donc ça permet... et puis, on ne fait pas que de l'élevage avec ça. Donc il y a des unités comme ça très petites qui existent, qui permettent de valoriser à bas coût. Mais après, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de créer des pôles de valorisation comme il y en a à Boulogne, comme il y en a au Guilvinec déjà, et qui sont... Enfin, à Boulogne, ils disaient qu'ils étaient prêts à prendre ces rejets parce que ça rentre déjà dans des filières qui existent déjà, finalement.
Donc voilà, sur des gros, donc le début est difficile. Le début est difficile et ça, je suis la première à l'admettre. Mais il y a quand même des vraies possibilités de valoriser une fois que le marché a commencé. Ouais, après, valoriser, c'est un mot, parce que sur de la farine, des choses comme ça, enfin, moi, au début de cette mise en œuvre des rejets, des rejets, je me suis posé cette question. J'ai étudié ça, quand même la question dans la transformation de petits poissons, des choses comme ça. Le réel problème, il est là, c'est le coût. Créer une filière et après donner envie aussi aux marins de le ramener. Aujourd'hui, honnêtement, si on veut faire de la farine, on va proposer aux marins 5 centimes kilo. Ils vont pas avoir envie de le faire. Si on veut faire de la soupe, on est sur du 30-40 centimes. Donc il n'y a pas de valeur. C'est pas une vraie valeur qui va donner envie aux gens de le faire. C'est ça la problématique. Ensuite, déjà la valeur de l'achat, le revendre. Non, c'est la question, on se l'est posée. Hein. Après, faut réussir à avoir une vraie valeur ajoutée. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas sur la farine, on n'en aura pas. Sur de la soupe, on n'en aura pas. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Du cosmétique, comme vous parlez, c'est même pas du rejet, ça. C'est plus de l'aspect du filetage, du maraîchage. C'est pas le pêcheur, ça. Et après, au-delà de ça, on met une valeur sur le poisson, faut encore trouver les éléments des gens qui vont bien vouloir nous suivre sur un montage usine. Il y a plein, c'est très lourd et personne ne prendra ce cap-là. Faut pas se voiler la face. Des idées, on en a plein. À un moment, à un autre, le mot économie vient dedans. Et si c'est pas économiquement viable, personne ne s'engage. Et voilà. Le vrai problème est là. Merci. Je crois qu'il y avait une autre question devant. Oui, toujours sur la valorisation, c'est interdit de les valoriser en consommation humaine directe, mais il me semble que la consommation humaine indirecte est autorisée. Donc je voulais savoir quel type de transformation ça sous-entendait et si une valorisation était possible aussi en tant qu'APA avec de la vente à des collègues. Répondre à la question de Mme Leroux et en même temps peut-être aussi revenir sur ce qui était dit un tout petit peu avant. Le rejet est de la responsabilité du producteur et bien sûr du gestionnaire du point de débarquement dans lequel il le débarque. Ça, c'est la première des choses. Et donc, effectivement, sur la gestion donc, administrative de la chose, bien évidemment, ça doit être quelque chose qui doit être vu entre ces deux partenaires-là, avec bien sûr la responsabilité du préfet de département. D'ailleurs, on a relancé, il y a eu encore quelques temps, pour faire une enquête sur ce qui se faisait au niveau départemental, les préfets de département, et donc on a reçu les résultats de cette enquête. La deuxième des choses, je dirais, c'est se méfier au niveau de la valorisation. Du fait que ça peut être une fausse bonne idée. J'entends qu'on puisse chercher des solutions locales, petites, adaptées, à effectivement comment, par rapport au rejet qui est, je dirais, incompressible et qu'on ne peut pas éviter, effectivement, avoir un traitement qui permette et donc une valorisation qui permette de réduire, voire d'annuler les frais de traitement. Après, de là à imaginer des unités plus ou moins conséquentes de transformation de ces rejets en tant que produits non destinés à la consommation humaine, je le redis. D'abord, ça se fonde, comme pour n'importe quelle autre entreprise, sur de la régularité, sur des volumes certainement importants. Et très franchement, je pense que là, on commence à partir dans une déviation qui consiste à dire il faut créer une filière du rejet. Et donc, en fait, il va falloir, à terme, très très vite, voire même très très vite, pérenniser le rejet, ce qui est quand même pas forcément ce qu'on veut d'abord fondamentalement. Donc, je dis attention, casse-cou, c'est pas forcément la bonne idée. En revanche, effectivement, en fonction des spécificités locales, Madame Ulrich tout à l'heure a cité Boulogne. Boulogne, il y a déjà une usine de farine et effectivement, incorporer la part des rejets débarqués incompressibles à cette usine de farine qui travaille sur d'autres matières, là oui, effectivement, c'est quelque chose qui paraît intéressant. Et puis, dernier point, et c'est ce qu'a aussi bien sûr souligné mon voisin, de toute façon, qu'on le veuille ou non,
quelle que soit, je dirais, la nature même du rejet, au regard en plus de la variabilité, il n'y aura jamais de quoi rémunérer le travail du marin. Donc, n'allons pas partir sur quelque chose qui serait, il y a un Eldorado du rejet, et donc en fait, finalement, on va pouvoir travailler à la fois sur un résultat économique basé sur, bien sûr, notre production, hein, nos poissons débarqués, et puis ensuite sur les rejets. Et je rappelle bien évidemment qu'il n'est pas possible, on ne reviendra pas, et ça bien sûr c'est hors de question, de dire ces rejets, on les destine à la consommation humaine. Après, sur la consommation humaine indirecte, oui, effectivement, l'ensemble donc des débouchés sur le sujet est prévu, et notamment tout ce qui est aussi les usages par rapport, notamment cosmétiques, huiles médicinales, etc., etc. Et je voudrais vraiment redire que sur les rejets, sauf si alors bien évidemment on repasse de l'autre côté de la conception et donc on dit c'est une fin en soi. Si c'est une fin en soi, on crée une filière, mais nous n'avons pas vocation, nous ne devons pas, même si bien sûr il faut traiter le rejet qui arrive à terre et qui est le rejet incompressible, si je puis dire, involontaire, nous n'avons pas vocation à créer une filière de transformation du rejet, me semble-t-il. On va prendre une dernière question avant de conclure cette table ronde. Je suis obligée de reposer ma question. C'est quoi la consommation humaine indirecte et est-ce qu'une valorisation en appât est possible? Merci. En fait, toujours là, dans ce cadre des études qu'on avait fait, en fait, c'est justement en Irlande, entre autres, l'Irlande a fait aussi toutes ces études de valorisation avec ces arguments qui ont été bien présentés, et ils sont arrivés à la conclusion qu'en fait, la meilleure valorisation du rejet pour eux, c'était l'appât. Donc effectivement, c'était la conclusion de leur étude de marché, et parce que c'était un usage très simple et très direct. Donc ça, voilà, je pense que je voulais répondre à votre question parce que c'était leur conclusion en Irlande. Donc est-ce que ça va être le cas? Et puis, en fait, par rapport à cette... voilà, je suis tout à fait d'accord qu'on ne veut pas créer une filière du rejet, mais je pense que aussi, encore une fois, dans cette diversité des situations, par exemple, en Espagne, ils ont des très forts taux de rejet de poissons qui sont bons, mais qui sont juste... ils n'ont pas des habitudes de consommation. Donc, en fait, ils ont des très forts taux de rejet, par exemple, de lingue bleue ou de merlan, qui sont à la fois légaux et valides et de bonne taille, mais qui ont une valeur marchande trop faible pour être valorisés et donc sont rejetés. Et donc ça, par exemple, c'est quand même aussi des cas où on dit, encore un exemple de rejet dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, on a surtout parlé du rejet réglementaire ou du rejet de petite taille. Mais par exemple, où moi j'arrive du Danemark, les grondins, les choses comme ça qui sont consommées ici, sont quasiment rejetés à 100% au Danemark. Et donc je pense que c'est, en tout cas, ces espèces-là dont on a peu parlé, il y a aussi vraiment quelque chose à faire pour essayer de... alors les Espagnols, ils faisaient des essais pour essayer de faire des burgers de poisson avec des espèces qu'ils n'avaient pas l'habitude de manger. Enfin, donc il y a quand même un peu des idées de dire, est-ce qu'on a aussi la possibilité d'influencer un petit peu le consommateur pour aller aussi manger des espèces qu'il n'a pas forcément l'habitude. Et ça, je pense qu'on en a très peu parlé aujourd'hui, mais c'est aussi quelque chose où on a, à mon avis, énormément à faire, surtout dans des pays qui ont quand même une tradition culinaire pas très, très variée dans leur choix de poissons. Merci. On voulait vous remercier une nouvelle fois pour votre participation à cette table ronde qui s'est articulée autour de 3 grands axes. Le challenge pour la science et la ressource halieutique, aussi la réalité de l'obligation de débarquement à bord des navires et également à terre, et enfin la mise en œuvre concrète, le suivi et le contrôle de l'obligation de débarquement qui sera donc sûrement rediscuté à l'horizon 2022 lors de la discussion sur la politique commune de la pêche. Donc, merci beaucoup.